Lors de la réunion du Conseil des ministres du 9 juillet dernier, la VPM ministre de l'Environnement et du Développement durable, El Bazaïba, avait proposé une série de mesures. 10 mesures au total ont été adoptées par le Conseil des ministres. Parmi ces mesures, il y a la levée prochaine du moratoire sur l'interdiction d'attribution des nouvelles concessions forestières, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Également, dans l'actualité, les parcs nationaux de la Salonga retirés de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur ces questions. Pour en parler, votre mag reçoit pour vous monsieur Augustin Boy. Il est, on va dire, conseiller technique principal de l'ONG Codelt. Il est avec nous pour répondre, pour échanger, pour éclairer sur ces sujets. Monsieur, on va dire Maître Augustin Boy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Alors d'entrée des jeux, comment se porte Codelt, qui est le conseil Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité. Comment va Codelt? Codelt se porte bien. Codelt continue à travailler dans le plaidoyer. Il y a plusieurs chantiers actuellement en cours en termes de réformes des politiques, des lois, la réglementation des institutions. Nous sommes très impliqués dans ce travail et nous continuons à apporter notre contribution. Mais en même temps, Codelt fait le monitoring du système de gouvernance publique dans les secteurs où nous intervenons, l'environnement et les ressources naturelles. Et nous essayons de suivre ce que fait le gouvernement et d'appuyer quand l'action va dans la bonne direction et de dénoncer et de faire des recommandations pour améliorer l'action du gouvernement à tous les niveaux, gouvernement national, provincial et des gouvernements locaux. Alors, je l'ai dit au sommaire, l'UNESCO a décidé de retirer le parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril. Ce parc est étendu sur près de 36 000 km² et il constitue à ce jour la plus grande réserve des forêts denses humides du continent africain. Et ce retrait se justifierait par le fait que on a observé l'amélioration de la conservation dans ce parc, mais d'aucuns estiment que parmi ces améliorations, on fait allusion à la décision du gouvernement de la RDC de ne plus octroyer, en tout cas de ne pas autoriser, j'allais dire, l'exploitation pétrolière dans ce parc. C'est le cas de le dire, mais pour le membre, on va dire pour les experts dans le secteur du pétrole, ils estiment que la société civile environnementale que vous représentez est, on va dire, alarmiste et qu'il faudrait diluer votre vin parce que le développement de la RDC passe également par le secteur pétrolier. On va quand même suivre Michel Kabongo. Il est expert en exploration pétrolière et on se retrouve tout juste après. Cette conférence de presse qui a porté sur le thème Covid-19, occasion rêvée pour reconsidérer les secteurs oubliés tels que les hydrocarbures qui sont un levier majeur pour l'émergence de la RDC. Cette rencontre avec le média était une occasion pour l'ingénieur en exploration pétrolière et président du GVP, Michel Kabongo, de révéler que c'est grâce à ces secteurs prometteurs que la RDC pourrait générer de milliards en vue de relancer son économie et contribuer efficacement au développement intégral du pays. Notre pays pourrait être parmi les plus grands producteurs du pétrole au monde, mais malheureusement, nous avons constaté une léthargie pendant plus de 6 décennies que nous voulons corriger en ce moment. Les élections, comment nous allons les financer? Nous avons besoin de moyens. La vie du Congolais, nous avons besoin de moyens. Les moyens s'y trouvent dans les hydrocarbures. C'est pour ça que nous avons présenté tout ce qui est comme défi, tout ce qui est comme potentialité, tout ce qui est comme prospectivité dans ces secteurs et nous invitons chaque couche sociale à prendre cette question à cœur. Ça doit être une question nationale. Et d'après le numéro 1 du groupe universel pétrolier, les activités pétrolières peuvent se faire sans empiéter sur l'intégrité environnementale, contrairement à la crainte des écologistes tels qu'enregistré le parc de Virunga. Ce parc a besoin d'une cure de jouvence. Ce parc a besoin des moyens, des capitaux conséquents pour qu'il puisse jouer son vrai rôle dans l'écotourisme. Où est-ce qu'on peut tirer autant de moyens pour l'écotourisme? La société Socro dont vous avez fait mention avait déjà fait une campagne sismique qui a donné une première estimation d'une réserve de plus de 7 milliards de barils. 7 milliards de barils représentent à peu près plus de 7 milliards de dollars non au budget de l'État. Nous avons un budget de combien? De 3 milliards de dollars. Mais on vous interdit de prendre 7 milliards, on vous balance
l'environnement, alors que je vous ai dit qu'il y a des mesures de mitigation pour chaque étape dans la production pétrolière. Et pour rendre les secteurs plus rémunérateurs, Michel Kabongo suggère que la création d'une cellule technique d'expertise et de programmation des hydrocarbures pour faire face aux éventuelles polémiques autour de l'opportunité ou non de tourner vers les hydrocarbures pour booster l'économie de la RDC. Trois points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cet échange avec les professionnels des médias. Il s'agit d'abord de l'annonce par l'Institut congolais de la conservation de la nature ICCN du retrait du parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril par l'UNESCO. Une annonce qui réjouit les fervents de la conservation de la République démocratique du Congo et qui témoigne les avancées significatives dans la conservation. Ensuite, annonce de la nouvelle de l'arrestation du grand braconnier depuis des décennies opérant dans le parc national de Virunga et enfin la dénonciation d'un arrêté ministériel publié dans le journal officiel favorisant en quelque sorte le braconnage, le déboisement et autres activités néfastes au détriment de la conservation, a relevé Cosma Ouloumoula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ce plan de gestion que nous avons mis en place avec les efforts de pouvoir limiter le braconnage, les efforts de pouvoir presque arrêter la destruction de notre faune et de notre flore, les relations entre le parc et les communautés se sont également améliorées pour que les communautés participent. Ils ont été les premiers qui ont fait des mémos partout et reçus presque partout dans la lutte contre l'exploitation pétrolière. Et parce que tout cela ont constitué des atouts majeurs pour soutenir le parc, l'humanité, dans sa 44e session, qui est en train de se tenir maintenant au niveau de la Chine, présidée par la Chine, a reconnu les efforts de la RDC. Tous ces efforts-là ont été battus en brèche rien que par un seul document, un seul petit document que je vais vous montrer aujourd'hui. Par de cet arrêté, l'Institut congolais pour la conservation de la nature n'a plus de raison d'exister. Et même beaucoup d'autres structures. Rappelons que c'est depuis 1984 que le parc national de la Salonga avait été inscrit dans la liste des patrimoines mondial et a été mis sur la liste du patrimoine mondial en danger en 1994. Il est le plus grand aire protégé de la forêt tropicale en Afrique, couvrant une superficie de 33 350 km² et fait donc de la RDC le deuxième poumon mondial. Vous l'avez suivi, dites-moi, vous êtes environnementaliste d'abord. Pensez-vous qu'il peut y avoir conciliation? Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire à la fois l'exploitation pétrolière, mais également conserver, faire, on va dire, les activités de conservation dans le parc? Bon, il faut dire que la RDC, c'est, comme on le dit toujours, hein, un scandale. Elle dispose non seulement des ressources naturelles non renouvelables, donc les minéraux, le pétrole et autres, les gaz, mais la RDC a aussi des ressources naturelles renouvelables, une faune très diversifiée, on a une flore qui est aussi assez diversifiée. Une méga biodiversité. Voilà, c'est un des pays de 10 pays classés parmi les 10 pays de méga biodiversité. Okay. Et donc, je crois que toutes ces ressources devraient en principe contribuer au développement national. Mais le développement, comme il est transversal, il touche à plusieurs secteurs. Ce qui revient au gouvernement de faire, c'est d'avoir une meilleure planification dans le système qu'il met en place pour affecter le sol, pour affecter le territoire à des différents usages, y compris l'usage pour le prélèvement du pétrole en vue de le mettre sur le marché, mais également la conservation de la biodiversité, parce qu'il y a d'autres revenus que le pays peut engranger du fait de l'écotourisme, de la conservation. Donc voilà. Alors maintenant, la question qui est posée de savoir, est-ce qu'on peut concilier cela? Ce qui nous appartient de faire en tant que pays, d'abord,
c'est de lever des options fondamentales, des standards sur comment le pays peut défendre des situations où il y a plusieurs usages sur un même sol, comment le pays peut privilégier tel usage par rapport à tel autre. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des standards clairement énoncés, pour la simple raison que la politique de l'aménagement du territoire, la loi de l'aménagement du territoire qui aurait dû fixer des standards n'ont pas encore été pris. Et donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est de se contenter de différentes lois sectorielles qui existent. Justement, par rapport à ces lois, maître, il existe des lois. Il n'existe pas de loi, il existe une loi sur la pollution de l'environnement, il existe également une loi sur les hydrocarbures. Alors, est-ce que ces deux lois ne se chevauchent pas? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Chaque loi, elle est spéciale. Quand on dit qu'une loi, c'est une loi des hydrocarbures, elle ne gère que les hydrocarbures. Quand on dit que la loi est une loi minière, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'aux mines et carrières. Quand on parle de loi sur l'environnement, c'est elle qui gère les impacts des autres secteurs sur l'environnement. Et la loi sur la conservation organise la protection de la biodiversité de façon générale et des ressources naturelles. Donc tu vois que chaque loi est spéciale. En principe, il n'y a pas de contradiction entre les lois. Mais il arrive que ces lois, c'est ce qui arrive d'ailleurs très souvent, devraient être appliquées sur un même territoire, bien circonscrit et délimité, qui peut être le territoire d'une province, d'une entité territoriale décentralisée. Et à ce moment-là, il y a concurrence entre plusieurs lois qu'il faut appliquer sur le même territoire. Lorsqu'il y a autant de ressources qui sont interconnectées, ancrées dans un même espace, comment on décide pour privilégier telle ressource par rapport à telle autre? Et ça, c'est des éléments qui devraient découler en principe de la politique de l'aménagement du territoire. Et dans les cas échéants surtout? Bon, alors, dans le cas d'espèce, nous avons la loi cadre sur l'environnement. Il y a déjà des repères dans ce que nous avons en termes de standards. Par exemple, on peut faire une étude d'impact sur l'environnement pour essayer de voir, tout en exploitant le pétrole, est-ce que il y aurait des impacts sur l'environnement? Il y en a toujours, de toute façon, en ce qui concerne le pétrole. Quelles sont les mesures qu'on prend pour pouvoir atténuer ces impacts et réparer éventuellement? Donc, c'est l'étude d'impact qui permet de trancher. C'est un instrument d'aide à la décision qui permet, dans un cas donné, d'éclairer le gouvernement à travers ses différents ministères, de savoir quelle est la bonne décision qu'il faut prendre. La bonne décision au regard des impacts, justement, qui seraient... au regard des impacts tels que définis et de la possibilité de les atténuer et de les réparer. Justement, s'il y a réparation, pensez-vous pas qu'il est utile pour la RDC, j'allais dire, d'exploiter les ressources naturelles dont elle est dotée? Parmi ces ressources, il y a les pétroles qui pourraient, on va dire, générer autant de millions dans le trésor de l'État, surtout que les pays en ont besoin pour relancer le développement, relancer son économie, mais surtout, on va dire, réduire les taux de pauvreté. Oui, bien sûr. On a ces ressources, il faut pouvoir quand même les valoriser. Nous sommes très gênés, nous, en tant que Congolais, quand on est en présence des autres pays africains, d'apprendre que la RDC pour budget n'a que 4 milliards à peine ou 5 milliards de dollars. Alors qu'on est pourvu, notre territoire est pourvu des ressources naturelles. Donc, une société civile qui viendrait à s'opposer à toute action que le gouvernement pourrait entreprendre dans le sens de tout remettre en cause sans une analyse approfondie de la situation et des repères pour pouvoir orienter l'action du gouvernement, je pense qu'elle ne fait pas œuvre utile. Nous avons le pétrole, il faut les valoriser. Nous avons les minéraux, il faut les valoriser. Nous avons également les produits de la biodiversité, il faut les valoriser. Mais en même temps, il faut comprendre que nous prenons des engagements au niveau international pour concourir à l'effort de réduction d'émissions, de lutte contre les changements climatiques. Il y a également des engagements qu'on a pris là. Donc, n'avoir que l'idée d'exploiter le pétrole, de minerais, d'augmenter les revenus publics, n'avoir cela que comme seule considération sur la balance, je pense que ce n'est pas une bonne politique de développement. Il faut essayer de mettre en avant les priorités économiques, c'est vrai, en valorisant ces ressources naturelles, mais en ayant aussi un regard sur
c'est que la valorisation de ces ressources va apporter en termes concrets dans la vie des Congolais. Donc finalement, bien que vous soyez environnementaliste, vous êtes d'avis qu'il faudrait aussi laisser une brèche à l'exploitation pétrolière dans les aires protégées? Non, je ne voudrais pas me laisser dire des choses comme c'est présenté, Madame Ferrat. Non, je ne pense pas que c'est de cette façon-là que ça devait fonctionner. Il faut, au fait, le territoire, il faut aussi le gérer avec la science, avec la réflexion. Les autres qui vont de l'avant, ils privilégient la science. Et il faut aussi avoir pour conscience que nous avons une responsabilité devant les générations futures. Nous avons hérité d'un territoire qui nous permet de vivre adéquatement. Et il faudrait que lorsque nous quittons, nous laissons aussi ce territoire pour les générations futures, pour ne pas compromettre leur capacité à continuer à vivre des ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles sont porteuses des moyens d'existence des populations. Et donc nous devons ne pas avoir que les considérations économiques, l'augmentation des revenus publics, l'attraction qu'il faut faire vis-à-vis des investissements pour pouvoir créer l'emploi, c'est vrai, augmenter les revenus, mais il faut également tout mettre sur la balance quand on parle des considérations scientifiques, c'est-à-dire que les études d'impact, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la volée. On fait recours à la science, on évalue, on étudie les impacts, il faut des laboratoires, il faut des scientifiques, des biologistes pour pouvoir renseigner l'autorité sur la meilleure décision qu'il faut prendre. Et s'il est évident, par exemple, la conclusion des études indique que les dommages pour l'environnement, pour la biodiversité, pour les populations sont tels que il faut ne pas exploiter le pétrole, il ne faut pas non plus l'exploiter. Le drame, c'est qu'actuellement, nous avons des instruments qui existent dans la loi, les études d'impact. Nous avons même dans la loi, c'est vrai que j'ai dit au début que nous n'avons pas des standards en matière d'aménagement du territoire, mais nous avons quand même quelques repères à travers le décret colonial qui existe. On a quand même quelques repères qui donnent une indication sur comment on peut planifier l'utilisation du territoire et privilégier tel usage sectoriel par rapport à tel autre. Et nous n'avons pas une expérience institutionnelle dans le sens de faire valoir cette concertation dans la prise de décision. Tout à fait, surtout que vous disiez que nous devons préserver la planète ou la terre ou non, nos terres pour les générations futures, parce que la terre, finalement, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, Maître, alors la deuxième partie de cette émission sera consacrée aux mesures qui ont été prises par la VPM, ministre de l'Environnement et du Développement durable, lors de la réunion du Conseil des ministres du 9 juillet, comme je l'ai dit dans le sommaire. Alors, le moratoire qui est en vigueur depuis 2002 en RDC a été instauré justement parce qu'il y avait un chaos qui était observé dans les secteurs forestiers. Malheureusement, depuis l'instauration de ce moratoire, il a été plusieurs fois violé. Et maintenant qu'on décide de sa levée, d'aucuns estiment que cette levée va plutôt permettre davantage des braderies massives du territoire national, va permettre, on va dire, la destruction des écosystèmes, appauvrir les communautés locales, exaspérer, on va dire, la crise climatique, mais également accentuer la perte de la biodiversité. Êtes-vous de cet avis? Est-ce que vous pensez, vous, en tant que société civile, pensez-vous que cette interdiction irait, on va dire, en contradiction avec les engagements du pays de restaurer, de réduire d'abord de 17% les effets des émissions de gaz à effet de serre, mais également de restaurer à 64% la couverture forestière telle que souhaitée par le président de la République? Oui, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que qu'on nous laisse, nous, société civile, le droit quand même d'être surpris et d'exprimer des préoccupations. Parce que nous avons appris que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a eu une concertation avec le secteur privé à propos de ces 10 mesures avant de pouvoir les soumettre en Conseil des ministres. Mais il n'y a pas eu une action dans ce sens-là envers la société civile. Et vous savez qu'en tant que gestionnaire du secteur, elle est obligée par le Code forestier d'impliquer toujours dans la gestion les organisations non gouvernementales, je crois que c'est l'article 24 du Code forestier, et d'impliquer également le secteur privé. Donc nous n'avons pas été associés à ces mesures et ne connaissant pas les tenants et les aboutissants et les dossiers concrets
sur lesquels reposeraient les propositions qu'elle a eu à faire au Conseil des ministres, nous sommes obligés d'être prudents et réservés et de ne pas trop nous précipiter à apporter un appui à ces mesures et particulièrement à la mesure sur la levée du moratoire. Il y a des choses que nous avons souvent dit et répétées et nous avons fait assez de recours, des dénonciations, nous avons fait des propositions très concrètes à tous ceux qui interviennent dans la sphère décisionnelle et notre position est assez claire. Le moratoire a été institué pour une raison évidente. Tout à fait. Et ces raisons, il n'y en a pas une, il y en a 4 je crois, sont clairement évoquées par le décret qui a étendu le moratoire. Et nous sommes tous d'accord, toutes les parties prenantes, que sur les 4 conditions, il y a 3 qui se sont quasiment réalisées. Okay. C'est la publication des résultats définitifs de la revue légale qui a été organisée, je crois, dont la fin des résultats a été proclamée, je crois, en 2012-2013. Il y a également la publication des règles en matière d'adjudication des forêts, et ça a été fait. Il y a un décret qui a été pris dans ce sens-là. Mais il y a aussi cette question de la programmation géographique des futures allocations à l'horizon 3 ans. Parce qu'à l'époque, quand le décret a été pris, on se disait que le gouvernement allait accorder la priorité sur la programmation géographique. Et la programmation géographique, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça. C'est une action concrète qui est menée par le gouvernement pour identifier dans le domaine forestier quelles sont les portions de ce domaine qui devraient recevoir les futures allocations en termes de concessions forestières. Là, vous faites allusion à l'aménagement forestier? Non, avant même d'arriver à l'aménagement forestier, c'est l'aménagement du territoire. D'abord. Parce que, vous savez, les forêts, dans le domaine forestier, il n'y a pas que les arbres, il n'y a pas que les forêts. Dans le domaine forestier, il y a du pétrole. Vous voyez? On vient aujourd'hui de prendre une décision que nous applaudissons d'ailleurs, de ne plus attribuer des blocs pétroliers dans le parc de la Salonga. Il y a d'autres endroits qui posent pas de problème où on peut organiser l'adjudication en ce qui concerne l'attribution des blocs pétroliers. On salue cette décision. Mais le domaine forestier n'a pas que les arbres, disais-je. Il y a également du pétrole, il y a des minéraux, mais il y a aussi d'autres vocations que le domaine forestier peut recevoir, notamment l'agriculture, l'installation des villes ou l'extension des villes qui peuvent aller juste dans les forêts. Il y a tout ça. Donc, situer les nouvelles concessions n'est pas une décision en principe qui doit être prise uniquement par le ministère de l'Environnement seul, qui gère les forêts. Comme si les ressources naturelles sont incrustées les unes dans les autres, donc ça demande une concertation avec les autres ministères pour pouvoir dire c'est là qu'on va installer les nouvelles allocations forestières. Vous voyez? Donc ce travail-là devrait être préalablement réalisé par le gouvernement et ça devait être une priorité pour lever le moratoire. Ça n'a pas été fait. Et tout d'un coup, on voit le Conseil des ministres siéger, recevoir une proposition de Madame la vice-première ministre sollicitant la levée du moratoire alors que ce préalable fondamental n'est pas encore réalisé. Une autre raison qui fait que nous puissions hésiter. Cette autre raison, justement, je voudrais quand même que vous puissiez la préciser, et en disant clairement que craint Codelt et dans quelles conditions vous pensez que ces moratoires devaient être élevés. Justement, je suis en train d'avancer là. Il y a d'abord cette concertation interinstitutionnelle, intersectorielle, pour pouvoir décider des futures allocations. Et là, on entre vraiment dans l'aménagement du territoire. Donc, il faut que le ministère de l'aménagement du territoire prenne le lead en coordonnant l'action avec les autres ministères pour pouvoir décider des affectations du domaine forestier et même au-delà du domaine forestier. Et à ce moment-là, ensemble, ils pourront s'accorder de manière concertée sur où est-ce qu'on va loger les nouvelles concessions pour que demain, il n'y ait plus de conflits d'attribution ou de superposition. Autre chose que nous craignons, c'est qu'actuellement, il y a très peu de concessions qui sont actives. Le gouvernement n'est pas encore arrivé à avoir une réelle maîtrise en termes de contrôle sur le terrain, dans les chantiers forestiers, de tout le travail qui se fait.
Nous apprenons tous les jours qu'il y a de l'exploitation forestière illégale. Les Chinois, excusez-nous de les pointer comme ça, parce qu'ils sont devenus champions dans l'illégalité. Voilà. Ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà. Ouais. Nous n'avons pas démontré suffisamment en tant que pays, en tant que gouvernement, de maîtrise sur les peu de concessions qu'il y a. Il n'y a pas de raison de continuer à étendre. Sinon, ça va devenir ingérable. Donc, nous demandons qu'il y ait une accentuation de l'action du gouvernement, des budgets, pour que le contrôle se fasse, et il ne se fait pas vraiment actuellement. Alors, c'était votre souhait, mais finalement, votre souhait, vous l'avez énoncé, et si on va finir par là, s'il arrivait que cette levée moratoire soit finalement effective, quelle sera les démarches que CODELT va entamer? Non, déjà, dès la semaine prochaine, nous saisissons le Premier ministre parce que vous savez que le moratoire a été pris par décret et il ne pourra être levé que par décret. Et nous voulons attirer l'attention du Premier ministre parce qu'on lui soumettra des dossiers qui pourraient nous échapper éventuellement parce que nous ne sommes pas dans la sphère gouvernementale, dans la sphère administrative. Et tout ce que nous avons comme moyen d'action, c'est ce que nous faisons en termes de recours, en termes comment je vais dire, de mémorandum, en termes d'outils, d'instruments d'aide à la décision. Nous le saisirons pour attirer son attention sur les risques qu'il y a à lever le moratoire si les conditions et les précautions n'ont pas été prises. Sinon, le gouvernement ne sera pas à mesure de tenir ses engagements, de remonter la couverture forestière à 63,5%. Sinon, le gouvernement ne pourra pas tenir son engagement de maintenir le stock de carbone qui est là, si on n'arrive pas à l'augmenter, mais qu'au moins qu'on maintienne le stock qui est là. Ce que nous craignons, c'est que les conflits avec les communautés locales, parce que lorsqu'on ne respecte pas tous ces éléments-là, s'intensifient, et finalement, nous aurons un territoire qui n'est pas attractif pour les vrais investissements. Nous voulons ici des entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont une éthique juridique, une éthique fiscale, une éthique environnementale, une éthique sociale, qui viennent et qui tiennent leurs engagements. Nous ne voulons pas les aventuriers qui viennent parce que le terrain est ouvert, qui vont s'appuyer sur tel ministre, sur tel homme influent dans le régime et dans le système. Là, vous revenez sur la campagne Plus Jamais Ça, mais ce sera votre dernier mot. Oui. Alors, vraiment une courte phrase, en tout cas par rapport à tout ce que nous avions dit, mais surtout dans le sens d'encourager les bonnes décisions. Alors, dans le sens d'encourager les bonnes décisions, nous sommes aujourd'hui au niveau des CODELT, nous nous battons pour que nous puissions avoir une très bonne politique d'aménagement du territoire. C'est le préalable fondamental pour commencer à développer ce pays. C'est d'aller vers une planification. Nous n'avons pas le sens de la planification de notre démarche. Il faut qu'on s'oblige à planifier tout ce que nous faisons. Et après planification, il faut avoir un mécanisme de suivi-évaluation pour pouvoir apporter des ajustements. Ça, si l'action de gouvernement est définie dans cette configuration-là, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des résultats en termes de gouvernance. Voilà ce que nous pouvons conseiller en termes, du moins pour améliorer, du moins la gouvernance environnementale et des ressources naturelles. Merci. Alors, quand l'homme aura à couper les derniers arbres, polluer la dernière rivière, tuer les derniers animaux et pêcher les derniers poissons, alors il va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Mesdames et messieurs, c'est par cette réflexion environnementale qui va se refermer ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci à vous de votre attention soutenue à ce programme. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.